Vous êtes-vous déjà imaginé votre jardin printanier parfait? Des tulipes éclatantes, une verdure luxuriante et des arbres en pleine santé. Maintenant, imaginez le tableau inverse, des pousses chétives, des branches dénudées et des traces de maladie partout. Et si je vous disais que le sort de votre jardin printanier ne se joue pas en mars, mais dès maintenant, en octobre, aujourd'hui, nous allons passer en revue les erreurs fatales commises au jardin en automne, celles pour lesquelles vous paierez un prix fort au printemps. Et croyez-moi, certaines d'entre elles vont vous étonner. Pour beaucoup, octobre marque la fin de la saison. Les récoltes bas sont faites, les feuilles tombent, on a l'impression de pouvoir enfin se reposer. Mais en réalité, le jardin ne s'endort pas. Il entre plutôt en phase de préparation pour l'hiver. C'est précisément durant cette période de transition que sont posées les bases de sa future croissance, de sa floraison et de sa santé. Ignorer les travaux d'octobre, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. Au printemps, elle s'effondrera tout simplement. Alors, voici l'erreur numéro 1, et c'est sans doute la plus insidieuse. Appelons-la la fausse propreté. Imaginez la scène. Vous avez travaillé assidûment avec votre râteau, ramassé absolument toutes les feuilles mortes. Votre jardin semble impeccable, propre et bien entretenu. Vous contemplez fièrement le fruit de votre travail et vous vous dites « Ça y est, le jardin est enfin prêt pour l'hiver ». Mais c'est justement dans cette propreté parfaite que se cache la principale menace. Pendant que vous couriez après les feuilles, qu'avez-vous laissé au sol? Sous le pommier, une pomme pourrie, momifiée. Dans le potager, des fans de tomates noircies. Sur le parterre de fleurs, les restes de phlox atteints par l'oïdium. Vous pensez que ce ne sont que des détails qui se décomposeront d'eux-mêmes avec le gel. Mais en réalité, vous avez laissé une véritable bombe à retardement. Chaque fruit gâté, chaque tige malade, ce n'est pas un simple déchet. C'est un gîte douillet pour l'hiver, un refuge idéal pour les spores de champignons, les bactéries et les œufs de ravageurs. Ils y passeront l'hiver en toute tranquillité, bien au chaud dans ces débris, directement dans votre sol. Et qu'arrivera-t-il au printemps? Dès les premières chaleurs, toute cette armée se réveillera, affamée et prête à l'attaque sur vos jeunes et tendres plantations. Vous leur avez vous-même créé une plateforme idéale. Alors, au printemps, ne soyez pas surpris des flambées soudaines de tavelures, de mildiou et d'autres maladies. Vous les avez en fait soigneusement préservées tout l'automne. Mais attention, il y a aussi l'autre extrême, tout aussi préjudiciable. C'est ce que j'appellerais l'erreur du jardin aseptisé. C'est le jardinier perfectionniste qui nettoie absolument tout. Chaque feuille, chaque brin d'herbe est ratissé et évacué. Sous les arbres et les arbustes, la terre reste parfaitement noire et à nu. On pourrait croire que c'est le summum de la propreté, mais en réalité, vous venez de commettre une véritable erreur, un sabotage contre votre propre jardin. Ce tapis de feuilles saines, ce n'est pas un déchet. C'est un véritable paillis naturel, une couverture qui protège les racines de vos plantes du gel, surtout lors des hivers rigoureux et sans neige. En le retirant, vous laissez les racines à la merci du gel, rendant particulièrement vulnérables les jeunes plantations et les plantes dont le système racinaire est superficiel. Mais ce n'est pas le seul inconvénient. Vous avez littéralement volé le repas des habitants les plus importants de votre jardin, les vers de terre et les micro-organismes du sol. Ce sont eux qui transforment ces feuilles en un précieux humus qui rend votre sol fertile, aéré et meuble. Sans cet apport organique vital, votre terre s'appauvrit progressivement, se compacte et perd toute sa structure. Au printemps, vous risquez d'être surpris de voir vos plantes peiner à se développer sur une terre pourtant si propre en apparence. La réponse est simple. Vous l'avez vous-même privée de toute sa vitalité. Passons à l'erreur des occasions manquées. Elle ne nuira pas à vos arbres, c'est vrai, mais elle vous garantit de rater la magie des premières floraisons printanières. Dans le tourbillon des tâches automnales, on se dit souvent « Ça y est, la saison des plantations est terminée, le reste attendra le printemps ». Et c'est précisément là que l'on commet une énorme erreur, car octobre est la dernière opportunité pour planter les bulbes, tulipes, narcisses, crocus, jacinthes.
Tous ces emblèmes du printemps exigent d'être plantés en automne. Il leur est vital d'avoir une période de dormance dans une terre froide. C'est durant ce temps qu'ils développent leurs racines et se préparent à leur poussée printanière. Sans ce passage indispensable par le froid, la magie du printemps n'opérera pas. Imaginez la scène. Avril arrive, et chez tous vos voisins, ce sont des îlots vibrants de couleurs, des massifs éclatants de premières fleurs, tandis que votre jardin, lui, reste gris et endormi. Et là, vous réalisez avec regret qu'il vous aurait suffi, à l'automne, de consacrer une petite heure pour vous offrir ce spectacle. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut rendre votre printemps absolument enchanteur. Planter des bulbes en octobre est l'une des tâches de jardinage les plus gratifiantes, celle qui vous apportera une satisfaction à 100%. Parlons maintenant d'un outil qui, en octobre, peut facilement passer de votre meilleur ami à votre pire ennemi, votre sécateur. La tentation est grande de mettre de l'ordre, de donner une belle forme à la couronne de votre pommier, de raccourcir les branches exubérantes de vos hortensias ou de vos rosiers. Il pourrait sembler logique de préparer la plante à l'hiver en supprimant tout ce qui est superflu. Mais c'est en réalité l'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses. Que se passe-t-il lorsque vous effectuez une taille active et de formation à cette période? La plante reçoit alors un signal puissant. Alerte! Il faut produire de nouvelles pousses d'urgence. Et elle, obéissant aux lois de la nature, épuise ses réserves et produit de jeunes pousses. Et le scénario est immuable. Les premières gelées ne tardent pas. Ces jeunes pousses tendres et vertes, qui n'ont pas eu le temps de s'endurcir et de se couvrir d'une écorce protectrice, sont les premières à périr. Elles la noircissent et meurent de froid. Au final, loin d'aider, vous avez nui à la plante. Elle a dépensé en pure perte des forces précieuses accumulées tout au long de l'été. Elle aborde l'hiver affaibli, avec des plaies dues au gel qui, au printemps, deviendront des portes ouvertes aux champignons et aux maladies. Retenez bien ceci, en octobre, nous effectuons uniquement une taille sanitaire. Cela signifie que nous nous contentons de retirer les branches mortes, cassées ou manifestement malades. Toute taille esthétique est à réserver pour le printemps. Et qu'en est-il des mauvaises herbes? C'est probablement l'erreur la plus tentante et la plus insidieuse de toutes. Vous regardez vos parterres, vous voyez des pissenlits, du mouron des oiseaux ou d'autres adventices bien développés et vous vous dites « À quoi bon me fatiguer? Le gel va bientôt arriver et de toute façon elles mourront toutes. » Ça paraît logique, n'est-ce pas? À première vue, oui. Mais en réalité, c'est un piège redoutable dans lequel tombent même les jardiniers les plus expérimentés. Le fait est que de nombreuses mauvaises herbes d'automne sont de véritables stratèges de la survie. Leur objectif principal avant d'entrer en dormance n'est pas seulement de pousser, mais d'avoir le temps de se reproduire. Elles hibernent dans le sol des milliers, voire des dizaines de milliers de graines. Ces graines possèdent une capacité de survie hors du commun. Elles passeront l'hiver tranquillement sous la neige, subiront une stratification naturelle par le froid, et au printemps, dès les premiers rayons de soleil, elles jailliront toutes ensemble, en une armée compacte et envahissante. Et vous ne vous retrouverez pas avec quelques mauvaises herbes ici et là, mais avec un tapis vert dense et continu qui étouffera vos cultures, les privant de lumière, d'eau et de précieux nutriments. En d'autres termes, une seule mauvaise herbe laissée en octobre, c'est une centaine de nouvelles pousses en mai. Alors, prenez votre courage à deux mains et offrez à votre jardin un dernier coup de sarcloire. Ce travail vous épargnera des semaines de désherbage fastidieux au printemps. Abordons maintenant la question des engrais. C'est là que se niche une erreur souvent commise, celle du bienfaiteur maladroit. Il est tout à fait naturel de vouloir aider ces plantes, de les booster avant un hiver long et rigoureux. Vous vous rendez en jardinerie, achetez un engrais universel ou complet et l'épandez généreusement au pied de vos arbustes et arbres. Mais le diable, comme toujours, se cache dans les détails, ou plutôt dans la composition de cet engrais. Si votre engrais contient une forte proportion d'azote, vous êtes en train de rendre un bien mauvais service à vos végétaux. Car que fait l'azote? Il stimule la croissance luxuriante de la masse verte, feuilles et jeunes pousses.
Au printemps et en été, c'est exactement ce dont elles ont besoin. Mais en automne, quelle est la situation? C'est comme si vous criez littéralement à la plante. Pousse, vas-y, fais de nouvelles feuilles. Et la plante obéit. Elle se met à végéter activement, gaspillant ses dernières forces dans une croissance totalement inappropriée à l'approche de l'hiver. Puis, le premier gel sérieux frappe et toutes ces jeunes pousses tendres, fragiles, périssent instantanément. Non seulement la plante a gaspillé son énergie inutilement, mais elle n'a pas non plus eu le temps de se préparer aux rigueurs de l'hiver, sa lignification n'étant pas achevée. Résultat, elle aborde l'hiver affaibli et vulnérable. En automne, ce dont les plantes ont besoin, ce n'est pas d'azote, mais de potassium et de phosphore. Ces éléments contribuent à renforcer leur système racinaire, à améliorer leur résistance au froid et à favoriser la maturation de leur bois. Alors, soyez vigilants et lisez attentivement la composition sur l'emballage afin que votre bonne intention ne se transforme pas en catastrophe. Parlons maintenant d'une autre forme de sabotage guillemot silencieux. Laissez la terre sans défense. Une fois la récolte terminée, les parcelles se vident et la tentation est grande de ne rien faire jusqu'au printemps. Si votre sol est léger et sablonneux, ce ne sera peut-être pas une erreur fatale. Mais si votre terrain est composé d'une terre lourde, argileuse ou limoneuse, une telle inaction est une véritable catastrophe. Durant l'automne et l'hiver, sous l'effet des pluies et de la neige fondue, ce type de sol va se tasser, se compacter, et au printemps, se transformer en un bloc aussi dur que de la pierre. Vous arriverez au potager avec vos semences, mais il vous sera presque impossible d'y enfoncer une bêche. Les racines des jeunes plants auront énormément de mal à percer cette carapace, et l'échange d'air sera également compromis. La solution? Un bêchage d'automne. Mais pas n'importe lequel, un bêchage spécifique. Il faut bêcher la terre sans briser les mottes, laisser de grosses mottes de terre. Durant l'hiver, le gel, l'humidité et le vent feront tout le travail pour vous. L'eau s'infiltrera dans les pores, gèlera, se dilatera et fera éclater ses mottes de l'intérieur. Au printemps, votre terre lourde deviendra friable, structurée et aérée, parfaite pour les semis et les plantations. Passons à un autre point. Une erreur qui ruine souvent les plus belles plantes du jardin est la négligence de l'arrosage. Cela semble étrange, n'est-ce pas? En automne, il pleut souvent. Comment pourrait-il y avoir un manque d'humidité? Et pour la plupart des plantes, c'est effectivement le cas. Mais il existe un groupe à risque particulier, les conifères et les plantes persistantes. Les thuyas, épicéas, pins, genévriers, rhododendrons. Voici une erreur courante que l'on pourrait appeler l'infection au bout de la bêche. Une fois le travail terminé, nous avons souvent le réflexe de ranger nos outils, tels quels, dans la cabane de jardin. Une bêche couverte de terre, un sécateur encrassé de sève et de débris végétaux, une serfouette avec de la boue séchée. On se dit que ce n'est pas grave, qu'on les lavera au printemps. Mais c'est un risque considérable. Imaginez que vous ayez coupé une branche infestée par un champignon ou arraché une plante dont les racines étaient malades. Les spores de maladie et les nuisibles microscopiques restent alors à la surface de vos outils. Dans votre abri de jardin, ils passeront l'hiver au chaud, bien à l'abri. Et au printemps, vous reprenez ce même sécateur pour tailler un arbre sain. Et c'est vous-même qui inoculez la maladie à cet arbre. La coupe est une plaie ouverte et vous y introduisez l'infection directement. Même chose avec la bêche. En travaillant la terre, vous propagez les agents pathogènes d'une zone infectée vers une zone saine. Un simple geste d'hygiène peut donc sauver votre jardin. Après chaque utilisation, nettoyez toujours vos outils pour retirer la terre et les débris végétaux. Quant aux outils de coupe, comme les sécateurs et les scies, désinfectez-les systématiquement avec de l'alcool, de la chlorhexidine ou tout autre antiseptique. Cela ne prendra que 5 minutes, mais vous évitera bien des tracas la saison prochaine. Abordons maintenant le sujet du tapis vert de votre jardin, votre gazon. 2 erreurs cruciales y sont souvent commises. La première consiste à négliger la dernière tonte. En octobre, la croissance de l'herbe ralentit considérablement, et on pourrait être tenté de la laisser tranquille. L'idée reçue
et de la laisser plus longue pour l'hiver, pensant que cela la protégera mieux du froid. Mais c'est une grave erreur. Si vous laissez votre pelouse trop haute, au-delà de 7 à 8 centimètres, de graves problèmes surviendront sous la neige. Une épaisse couche de neige va plaquer l'herbe au sol, l'empêchant de respirer. Dans ces conditions d'humidité stagnante et de manque d'air, l'herbe haute commencera à pourrir, devenant un terrain propice au développement de maladies fongiques. La plus redoutable d'entre elles est la pourriture des neiges. Au printemps, lorsque la neige aura fondu, vous découvrirez sur votre pelouse, jadis impeccable, des taches disgracieuses, grises ou rosâtres, d'herbes mortes et collées. Restaurer ces zones dégarnies sera une tâche longue et fastidieuse. C'est pourquoi, en surveillant attentivement la météo, il est impératif d'effectuer une dernière tonte. Laissez l'herbe à une hauteur d'environ 5 centimètres. C'est la hauteur optimale pour un hivernage réussi de votre gazon. La deuxième erreur, tout aussi courante, concernant l'entretien de votre pelouse, est de laisser les feuilles mortes s'y accumuler. Beaucoup pensent, ce n'est que de la matière organique, ça va se décomposer et faire de l'engrais. Dans un potager, c'est peut-être vrai, mais pour votre gazon, c'est un véritable arrêt de mort. Une couche épaisse et humide de feuilles tassées agit comme un véritable cataplasme. Elle bloque complètement l'accès de la lumière et de l'air à l'herbe. Sous cette couverture, une sorte de serre se crée. Il y fait sombre, humide et chaud. C'est un environnement idéal pour la prolifération des champignons et moisissures dont nous parlions précédemment. L'herbe sous les feuilles ne respire plus, s'étouffe et finit par mourir. Au printemps, quand vous dégagerez cette masse putréfiée, vous ne trouverez pas un joli tapis vert, mais des zones jaunies, sans vie et souvent dégarnies. De plus, ce tapis de feuilles mortes constitue un excellent abri hivernal pour les limaces et autres nuisibles. Alors, ne lésinez pas sur les efforts. Régulièrement, au moins une fois par semaine, passez un râteau à feuilles sur votre pelouse pour enlever toute la litière végétale. Votre gazon vous en remerciera par une verdure éclatante et dense au printemps prochain. Quant aux feuilles saines que vous avez ramassées, direction le compost, elles y seront bien plus utiles. Passons maintenant à une erreur qui brise le cœur de nombreux jardiniers au printemps. Appelons-la l'erreur du « jeune pousse sans défense ». Vous avez planté à l'automne de jeunes arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, des pruniers. Ils sont encore minces, avec une écorce tendre et lisse. Vous les admirez, pensant que votre mission est accomplie. Mais vous avez oublié les habitants affamés de la forêt et des champs en hiver. Lorsque la terre est recouverte de neige, les lapins et les campagnols connaissent des moments difficiles. Leur nourriture habituelle devient alors inaccessible. Et c'est là que vos jeunes arbres deviennent leur proie la plus savoureuse et la plus facile. Pour un lapin affamé, l'écorce d'un jeune plant est un véritable délice. En une seule nuit, il peut ronger le tronc sur tout son pourtour, retirant complètement l'écorce. C'est ce qu'on appelle l'annélation. Pour l'arbre, c'est une mort certaine, car c'est par l'écorce que circulent les nutriments essentiels. Au printemps, en revenant à votre jardin, vous ne trouverez que de tristes squelettes blanchis à la place de vos jeunes arbres. Pour éviter cette tragédie, une protection est absolument nécessaire. Il faut envelopper les troncs avec un grillage plastique spécial, de la toile de jute, du voile d'hivernage ou même de vieux collants en nylon. L'important est que le matériau soit respirant et qu'il protège l'écorce de leurs dents acérées. Passons maintenant à une erreur qui ne s'attaque pas à vos plantes, mais directement à votre porte-monnaie. C'est la bombe de gel dans vos tuyaux. La saison d'arrosage est terminée, vous avez enroulé vos tuyaux, fermé le robinet et êtes parti l'esprit tranquille. Mais vous avez oublié un petit détail crucial. Vidangez toute l'eau du système jusqu'à la dernière goutte. Que se passe-t-il ensuite? L'eau reste dans les tuyaux, dans les réservoirs de stockage, dans les robinets et, pire encore, dans les conduites du système d'arrosage souterrain. Le gel arrive. Nous nous souvenons tous de nos cours de physique à l'école. L'eau se dilate en gelant, et elle se dilate avec une force immense. Cette force déchire facilement les tuyaux en plastique, arrache les raccords, brise les robinets et transforme vos tuyaux coûteux en une passoire. Vous ne le verrez pas pendant l'hiver.
La catastrophe se révélera au printemps, lorsque vous déciderez de remettre le système d'arrosage en marche. Vous ouvrirez le robinet, et au lieu de jets d'eau précis, vous obtiendrez des fontaines jaillissant du sol et des ruisseaux s'échappant des tuyaux déchirés. Les travaux printaniers ne commenceront pas par les plantations agréables, mais par une réparation coûteuse et salissante de tout le système. Alors, ne soyez pas paresseux. Purgez le système avec un compresseur, déconnectez et videz tous les tuyaux et réservoirs. Ces simples gestes vous feront économiser beaucoup d'argent et de stress. Passons aux habitants les plus délicats du jardin, les rosiers, les hortensias et autres plantes frileuses. L'erreur classique ici pourrait être qualifiée d'étouffement par excès d'amour. Le désir de protéger au mieux ses arbustes préférés du gel est tout à fait compréhensible. Mais dans cette démarche, la précipitation et un excès de zèle peuvent s'avérer plus destructeurs que le gel lui-même. Le problème le plus courant est une protection trop précoce. Vous voyez les premières gelées légères annoncées et vous vous précipitez pour emballer vos rosiers dans plusieurs couches de voile d'hivernage. Mais la météo d'octobre est trompeuse. Après ces premières gelées, des jours doux et pluvieux reviennent souvent. Que se passe-t-il sous votre protection épaisse? Cela crée un effet thermos. Il y fait chaud et très humide. Dans ces conditions, la plante ne se prépare pas à l'hiver, mais continue au contraire sa végétation, ses bourgeons peuvent même démarrer leur croissance. Mais surtout, c'est un environnement idéal pour le développement des infections fongiques et de la moisissure. La plante sous cette couverture commence à s'étouffer, son écorce et ses bourgeons noircissent et pourrissent. Au printemps, vous retirez la protection, espérant découvrir un arbuste vivant, mais vous trouvez des branches noircies et complètement pourries. Le bon moment pour protéger vos plantes est l'arrivée de températures négatives stables lorsque le sol est déjà légèrement gelé. Et la protection elle-même doit être respirante, permettant une bonne aération. Voici une erreur que beaucoup considèrent comme purement esthétique, mais qui, en réalité, a une immense importance pratique. Négliger le chaulage des arbres à l'automne. La plupart des jardiniers blanchissent les troncs au printemps, en avril, pour que ce soit joli avant les fêtes de mai. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr, mais sa principale fonction protectrice, le chaulage l'exerce en hiver, ou plus précisément, à la fin de l'hiver. Imaginez, février ou début mars. En journée, un soleil éclatant, presque printanier, brille. L'écorce sombre des arbres se réchauffe sous ses rayons jusqu'à atteindre des températures positives, et la sève peut même commencer à circuler. La nuit venue, un gel intense s'abat. Les tissus vivants de l'écorce, gorgés d'humidité, gèlent brutalement. La glace fait éclater les cellules et de profondes fissures apparaissent sur l'écorce, ce sont les gélivures. En outre, la ligne de démarcation entre la neige blanche et le tronc sombre crée un énorme écart de température, ce qui entraîne des brûlures solaires. La couleur blanche du chaulage reflète les rayons du soleil et empêche le tronc de surchauffer pendant la journée. Cela atténue les variations de température diurne et protège l'écorce des dommages. Une écorce saine est la garantie de la bonne santé de l'arbre tout entier. Ainsi, il faut chauler les arbres, non pas au printemps pour la beauté, mais bien en octobre-novembre pour la protection. Intéressons-nous maintenant à l'un des éléments clés de tout jardinier, le compost. C'est là que se niche une erreur souvent commise, que nous pourrions appeler le tabotage du compost. Vous rassemblez vos résidus végétaux pour les transformer en un précieux engrais. Et c'est une excellente initiative. Mais qu'y déposez-vous exactement? Imaginez, vous avez arraché des fans de tomates touchées par le mildiou. Vous avez taillé des branches de pommiers atteintes de la tavelure. Ou vous avez désherbé des adventices qui ont déjà monté en graines. Et où vont tous ces déchets? Dans le tas de compost, n'est-ce pas? Vous vous dites peut-être que d'ici l'hiver prochain, tout cela se sera décomposé et que les agents pathogènes auront disparu. Malheureusement, c'est une erreur. Les spores de nombreuses maladies fongiques sont incroyablement tenaces. Elles se développent à merveille dans le compost et certaines s'y multiplient même. Ainsi, au lieu de préparer un substrat fertile,
vous fabriquez de vos propres mains une véritable bombe biologique. Au printemps, avec amour et soin, vous allez répandre ce compost contaminé sur vos parterres pour nourrir vos légumes et vos fleurs. Et vous vous étonnerez de voir vos plantes tomber malades dès le début de la saison, malgré tous vos efforts. Retenez cette règle d'or. Ne mettez au compost que des résidus végétaux parfaitement sains. Toutes les fanes malades et les branches infectées doivent impérativement être brûlées ou évacuées de votre jardin. Jetez un œil attentif à vos arbres fruitiers et à vos arbustes à petits fruits. Voyez-vous ces fruits desséchés et ridés qui sont restés accrochés aux branches après la récolte? On dirait de petites momies. La pire erreur serait de les laisser là pour l'hiver. On pourrait penser que ce ne sont que quelques fruits oubliés, quelques baies ou prunes isolées. Quel mal cela peut-il faire, dit après tout? Mais attention, chaque fruit momifié n'est pas un simple reste desséché. C'est en réalité un véritable foyer d'infection, le plus souvent de la moniliose, aussi connue sous le nom de pourriture brune des fruits. À l'intérieur de ce fruit, comme dans une forteresse imprenable, les spores du champignon passent l'hiver. Elles y sont parfaitement protégées du gel et des intempéries. Au printemps, dès l'arrivée de la chaleur et de l'humidité, ces spores s'activent et se dispersent dans tout le jardin, contaminant les jeunes fleurs et les fruits en formation. Le résultat? Une nouvelle épidémie de la maladie, encore plus virulente, la saison suivante. Un seul de ces fruits infectés, laissé sur l'arbre, suffit à contaminer des dizaines, voire des centaines de futures pommes ou cerises. C'est pourquoi, ne soyez pas paresseux. Prenez un sécateur ou un long bâton et faites tomber un par un tous ces fruits desséchés. Il est impératif de les ramasser et de les brûler afin d'éradiquer cette source d'infection une bonne fois pour toutes. Maintenant, jetons un œil à la serre. Une fois la dernière tomate et le dernier poivron récoltés, beaucoup se contentent de fermer la porte à clé jusqu'au printemps suivant. C'est une grave erreur, car vous laissez un foyer douillet à vos ennemis. Une serre est un espace clos avec un microclimat idéal, non seulement pour les plantes, mais aussi pour les nuisibles et les maladies. Tétranique, alerode, spores de mildiou et de cladosporiose, tous adorent les conditions que leur offre une serre. En vous contentant de la fermer, vous laissez toute cette armée hiverner dans les conditions les plus confortables. Ils passeront l'hiver sans problème dans la couche supérieure du sol, sur les débris végétaux, dans les fissures de la structure et à la surface du polycarbonate. Au printemps, dès que le soleil réchauffera l'atmosphère, ils se réveilleront dans leur maison douillette, déjà prêts à attaquer vos premiers semis les plus tendres. Pour éviter cela, un traitement d'automne de la serre est absolument indispensable. Il faut retirer absolument tous les débris végétaux, nettoyer la structure et le revêtement avec une solution désinfectante et idéalement, enlever la couche supérieure de terre ou la traiter avec des produits spécifiques. Oui, c'est fastidieux, mais c'est la clé d'une récolte saine l'année prochaine. L'avant-dernière erreur à éviter, selon notre liste, concerne ce qui se trouve juste sous vos pieds, la zone au pied des arbres et des arbustes. C'est souvent l'endroit le moins entretenu du jardin. On y laisse s'accumuler les fruits aux tombées, les mauvaises herbes et une épaisse couche de feuilles mortes non ramassées. C'est une erreur capitale d'ignorer cette zone d'une importance stratégique. Pourquoi est-elle si cruciale? Parce que c'est précisément là, dans la terre meuble et sous la protection des débris végétaux, que les parasites les plus redoutables de votre jardin élisent domicile pour l'hiver. Les charançons, les tentraides, les larves de carpocaps de la pomme, les pupes de la mouche de la cerise, tous y trouvent un abri idéal. Ils s'enfouissent à faible profondeur et attendent sereinement la fin des grands froids juste au pied de leur futur garde-manger. Au printemps, ils n'ont même pas besoin de s'éloigner. Ils se réveillent et commencent aussitôt à grimper le long du tronc pour pondre leurs œufs dans les jeunes bourgeons et les fruits en formation. Pour les priver de cette aubaine, il est impératif de nettoyer méticuleusement le pied des arbres de tout débris végétal, puis de biner la terre superficiellement et avec la plus grande précaution. Cette simple procédure
exposera les nuisibles hivernants à la surface, où les premières gelées et les oiseaux se chargeront de les éliminer. Et enfin, voici l'erreur la plus insidieuse, mais non moins coûteuse. Elle n'est pas liée à une bêche ou un sécateur, mais bien à votre mémoire. C'est le syndrome de l'amnésie du jardinier. Vous vous fiez à votre mémoire, persuadé qu'au printemps, vous vous souviendrez sans peine de tous les détails de la saison passée. Vous ne notez pas quelle variété de concombre a été la plus productive ou laquelle a montré la meilleure résistance aux maladies. Vous oubliez de retenir dans quel coin du jardin les tomates ont constamment souffert du mildiou et où elles se sont épanouies. Vous avez déplacé votre pivoine préférée, mais le printemps venu, vous avez totalement oublié l'endroit exact. En fin de compte, chaque nouvelle saison, vous la démarrez d'une page blanche. Vous rachetez des variétés qui vous ont déjà déçus. Vous replantez des cultures sensibles sur un sol contaminé. Vous gaspillez ainsi temps et argent, répétant inlassablement les mêmes erreurs. La solution est élémentaire. Tenez un carnet de jardinage. Ce peut être un simple cahier ou des notes sur votre téléphone. En octobre, lorsque les souvenirs sont encore vifs, consignez tous les bilans de la saison, ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, quelles plantes ont été malades et où il faudra changer les cultures de place. Cette simple habitude transformera votre expérience chaotique en une précieuse base de connaissances qui, chaque année, ne fera qu'améliorer votre jardin et vous rendra plus sage. Imaginez un instant. Le mois d'avril arrive. Vous sortez dans votre jardin, mais au lieu de la joie, vous ressentez une profonde déception. Votre pelouse est parsemée de taches nues, ravagée par la moisissure des neiges. Le jeune pommier que vous attendiez avec tant d'impatience a le tronc rongé. Vos rosiers, pourtant protégés, ont noirci et pourri. Les parterres en fait sont envahis par les mauvaises herbes que vous n'avez pas désherbées en octobre. Vous devez alors combattre les maladies qui ont hiverné sur les débris non ramassés, dépenser de l'argent pour remplacer les jeunes pousses mortes et déployer des efforts considérables, bien plus importants, juste pour redonner vie à votre jardin. Quel revirement de situation, n'est-ce pas? Toutes ces catastrophes printanières sont la conséquence directe de quelques semaines d'inaction ou de mauvaises décisions prises en octobre. Le prix de la paresse automnale, c'est du temps perdu, de l'argent dépensé et surtout le plaisir gâché de profiter de votre jardin au printemps. N'oubliez pas, octobre, au jardin, ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais le coup d'envoi stratégique d'une nouvelle saison. Chacune de vos actions maintenant est un investissement pour une floraison luxuriante et une récolte abondante à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous. Quelle erreur avez-vous déjà commise dans votre jardin à l'automne? Ou peut-être avez-vous un secret, une astuce d'octobre à partager? Écrivez-nous en commentaire, apprenons ensemble.